Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Cédric Jubilard, l'affaire Jubilard, ça occupe évidemment beaucoup et à juste titre les médias depuis quelques jours. Ça a beaucoup occupé auparavant bien sûr, mais on est en plein procès là. Le procès s'est ouvert le 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn à Albi bien sûr. Le procès se déroule à huis clos et il s'agit, on le rappelle, de la première apparition publique de Cédric Jubilard depuis son incarcération. Donc il est devenu, je rappelle simplement rapidement la disparition mystérieuse de Delphine Jubilard, une infirmière française survenue fin décembre 2020, donc vous voyez ça va faire bientôt 5 ans, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Delphine, âgée d'une trentaine d'années et mère de 2 enfants, elle a disparu sans laisser de traces dans la nuit de 15 au 16 décembre 2020. Son mari Cédric Jubilard est rapidement devenu le principal suspect. Il a été mis en examen pour homicide volontaire en juin 2021, malgré l'absence de corps ou de preuves directes de ce qu'il serait arrivé à Delphine. En rebondissement, témoignages contradictoires, etc. Ça a attiré beaucoup d'attention et aujourd'hui, c'est le procès. Et aujourd'hui paraît aussi l'affaire Jubilard aux éditions Fayard. Stéphane Sinon, bonjour. Bonjour André. Je ne vais pas vous présenter, on vous connaît, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes producteur, vous êtes journaliste et donc vous êtes co-auteur de cette affaire Jubilard. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure où nous parlons? Bon, on va entendre effectivement. Alors, Cédric Jubilard nie évidemment il a affirmé son innocence. D'ailleurs, dès la première journée, ouais. Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés. Je n'ai pas tué Delphine Jubilard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous avez fait donc l'enquête, une grosse enquête. Alors, on peut s'entendre au moins sur un point avec la défense, c'est que, je dis la défense de Cédric Jubilard, c'est que l'enquête n'est pas parfaite. Pourquoi elle n'est pas parfaite? Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été vérifiées. Hier, évidemment, avec une certaine gourmandise, Emmanuelle Franck, qui est l'avocate de Cédric Jubilard, faisait remarquer que les gendarmes n'avaient pas vérifié une voiture suspecte, dont on ne sait plus très bien si c'est une 205 ou une 308, si elle est bleue ou si elle est noire. Bon, cette signalisation me paraît un peu vaseuse, mais établit que les gendarmes ne s'y étaient pas suffisamment intéressés. Nous, dans le livre que l'on publie, ouais. De 250 pages, qui réunit toutes les pièces à conviction du livre pour se faire sa propre opinion, parce que c'est l'idée de cette collection, c'est voilà, on vous pose sur la table tout ce qu'il y a dans le dossier. Oui, voilà les éléments du dossier. Exactement. Et puis nous, on dit que c'est la téléphonie qui a été très mal comprise et très mal exploitée par les enquêteurs. Mais peut-être, alors Stéphane Simon, rappelez comme vous avez fait l'enquête, ouais. Au fond aujourd'hui, parce qu'on a tout entendu et le contraire, on rappelait que Cédric Jubilard pleurait quand il y a eu les larmes. Quand il a téléphoné, oui. Quand il a téléphoné, etc. Enfin, c'est un homme inquiet, vaguement inquiet, parce que après avoir téléphoné aux gendarmes, il joue quand même aux jeux vidéo, et puis il se met tout de suite sur un site de rencontre. Donc c'est quand même un mari inquiet qui oublie d'aller marcher dans le village ou aller voir la voiture, c'est de Delphine, si elle a été déplacée, mais qui a des chaudes larmes au téléphone avec la gendarmerie. Ouais. Alors justement, rappelez alors cette histoire de téléphonie, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert dans votre enquête? Alors, on a découvert d'abord que des premières extractions du téléphone avaient été faites en 2020, à 21 exactement, au début, après la disparition de Delphine Jubilard, et qui avait un point de géolocalisation qui était curieux, qui apparaissait à 3h21 du matin, mais les enquêteurs n'ont pas compris ce point de géolocalisation, qui est en fait au bout d'une exploitation agricole à 25 km du domicile des Jubilard, à la lisière d'une petite forêt. Donc vous voyez un point intéressant sur le papier, mais les gendarmes ont dit ça paraît être un bug technique, un faux positif, parce que on comprend pas, le téléphone il est à recharger et il est éteint. Ce qui est d'ailleurs curieux pour Jubilard, parce que Cédric Jubilard dit aux enquêteurs que son téléphone il l'a rechargé parce qu'il était à plat. Or il le recharge parce qu'il a 40% de batterie, et au lieu de faire comme d'habitude pour le mettre en mode avion pour dormir, il l'éteint complètement. Bon, bref, ce point de géolocalisation, on comprend pas très bien pourquoi ce qu'il fait là, donc on oublie ce point, d'aller vérifier ce point. Et il se trouve que au printemps dernier,
les avocats des parties civiles, maître Pauline Rongier en particulier, va demander à ce qu'on fasse une recherche, je dirais, élargie sur le téléphone de Cédric Jubilard. Les données. Mais il avait un téléphone ou deux téléphones? Eh ben justement. Alors, oui. À ce moment-là, on voit que dans le téléphone principal, dans cette période élargie, c'est du coup 17 fois que ce point de géolocalisation apparaît. Et cette fois entre le 14 novembre et le 16 décembre. C'est-à-dire vraiment pendant le mois qui précède, il va retourner 5 fois sur place. Pendant le mois qui précède la exactement, mort, ce qui pourrait établir d'ailleurs une préméditation si jamais on retrouvait le corps ici. Et alors là, cette fois-ci, l'avocate a demandé à ce que la justice se transporte. La justice a estimé qu'elle n'avait plus le temps de se transporter. Le procès arrivait en septembre et donc on était en juin, c'était trop tard. Donc mais on peut espérer, j'espère d'ailleurs qu'à l'issue demain de l'audition des experts, la justice va se transporter car c'est important. Même si on trouve rien là-bas, c'est important d'établir, ça pourrait peser en faveur de l'innocence de Cédric Jubilard, mais si on trouve le corps là-bas, ça établit la préméditation et ça permettra de donner une sépulture, je dirais, décente à Delphine Jubilard et que la famille puisse faire son deuil enfin. Mais c'est étonnant quand même, Stéphane Simon, ça fait presque 5 ans, on l'a dit, elle a disparu sans laisser de traces, je rappelle, dans la nuit du 15 au 16 décembre. À la limite, aujourd'hui, j'exagère à peine, on ne sait pas si elle est morte ou vivante. On est sûr qu'elle soit morte. Ah, écoutez, franchement, non, je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. Qui peut penser qu'une femme qui adore ses 2 enfants, qui sont petits, 6 ans et 18 mois, va sortir, partir, disparaître, se donner la mort alors qu'elle a envie de refaire sa vie avec son amant, parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, il faut rappeler cela. Parce que alors, Delphine Jubilard en a marre de sa vie avec Cédric, qu'elle appelle une vie de bidochon, il termine pas la maison, il est négligent, il fume des pétards toute la journée, elle n'en peut plus de sa vie avec lui. Et depuis quelque temps, elle voit un certain Jean, qui est un homme qui est lui aussi en compagnonnage avec Cathy, et ils vont nouer une relation extrêmement dense, passionnée, et ils vont se promettre de se marier, d'avoir des enfants à nouveau ensemble. Et puis le fameux jour de la disparition de Delphine, elle reçoit un SMS de Cathy, donc la compagne de Jean, qui lui dit j'ai compris et je m'efface. Simplement, je vous demande une chose, Delphine, on ne se connaît pas, mais je vous demande une chose, laissez-nous passer les fêtes de Noël tranquillement, ensemble. Et évidemment, Delphine accueille cette nouvelle comme un soulagement. Elle a compris que son amant venait d'annoncer la nouvelle et elle lui dit oui, bien sûr, et moi aussi de mon côté, on va passer les fêtes de Noël, il n'y a pas de sujet. Stéphane, Jean et Cathy avaient des enfants ? Alors, Jean et Cathy avaient un enfant, me semble-t-il, mais il faudrait le vérifier. C'est vrai que excusez-moi, André, mais ça j'ai oublié. Voilà, donc ce qui est probable, c'est que Delphine puisse annoncer dans la foulée de ce message de Cathy à dire à Cédric que cette fois-ci elle y va. Elle lui a déjà fait comprendre qu'elle allait partir. Elle lui a déjà dit je vais me barrer, j'en peux plus de cette maison de bidochon, etc. Et d'ailleurs dans la journée, elle va à sa banque pour demander le changement de ses codes de carte bleue, puisque Cédric a parmi ses défauts de lui emprunter régulièrement cette carte et de jouer en ligne avec, ou alors d'aller s'acheter des pétards. Il fume énormément de pétards, une dizaine de pétards par jour. Et en pointe de consommation, il est monté jusqu'à 25. Donc c'est un personnage assez particulier. Mais bon, pour autant, ça n'en fait pas un coupable. Ce qui est certain, en revanche, pour parler des révélations que l'on fait dans ce livre, c'est que on comprend enfin pourquoi ce point de géolocalisation est remonté. C'est parce que on explique que si Cédric Jubilard a coupé son téléphone, l'a laissé sur le côté, il peut avoir utilisé un deuxième téléphone dans lequel il a l'application boussole et retrouver ainsi le point où il pourrait éventuellement avoir caché la dépouille de Delphine Jubilard. Et quand il va revenir et réutiliser son téléphone principal, eh bien, les 2 téléphones se resynchronisent. Et là, on comprend. Ouais, c'est intéressant à suivre. Vous qui avez aujourd'hui, qui produisez notamment un magazine sur les grandes affaires, les affaires criminelles, bien sûr. Affaires criminelles, absolument. Mais Stéphane Simon, est-ce que vous savez, enfin, sans demander un chiffre exact, est-ce que il arrive souvent comme ça que
des corps, enfin mettons que dans la perspective qui paraît probable, hélas, qu'elle soit morte, je ne sais pas encore comment, mais bon, et qui se passe pendant 5 ans, qu'on ne retrouve jamais. Est-ce que c'est quelque chose de répandu là-dessus? Oui, il existe. D'ailleurs, il faut noter qu'on n'a pas besoin de retrouver le corps pour se faire une intime conviction. Dans l'affaire d'Agnès Leroux, Agnelet a été condamné alors qu'on n'a jamais retrouvé ni la voiture ni le corps de Agnès Leroux. Casino Roule. Voilà, exactement. Dans l'affaire de Simone Weber, on n'a pas retrouvé non plus les corps. On a retrouvé quelques indices, mais pas les corps. Donc vous dites qu'on n'a pas besoin de retrouver le corps pour se faire une intime conviction. Ouais. Alors en revanche, il faut que la majorité des jurés, et une large majorité, là il y a 6, il faudra au moins qu'il y en ait 4 si je ne m'abuse, voire 5, je ne sais plus si c'est qui disent la culpabilité de Cédric Jubilard. Mais si vous voulez, dans ce dossier, il ne faut pas se laisser berner. Il est courant, notamment la presse locale dit tout le temps, il n'y a rien dans ce dossier. Nous l'avons examiné ce dossier, il y a certes pas de preuves irréfutables, mais il y a des indices graves, concordants et surtout corroboratifs, c'est-à-dire que on revient toujours à Cédric Jubilard. Quand on expertise les lunettes, on voit bien qu'il y a eu un coup de poing, une charge dynamique de 18 kilos qui a frappé les lunettes en deux. On dit qu'il n'y a pas de scène de crime, mais enfin, ces lunettes sont retrouvées dans le salon, ainsi que cette couette que Cédric Jubilard se dépêche de vouloir laver pendant la nuit, alors que les gendarmes arrivent. Pourquoi est-ce qu'il veut laver cette couette? Il semblerait qu'il a confié à une de ses amoureuses que Delphine Jubilard, dans l'étranglement, aurait uriné sur cette couette. Donc c'est ça qu'il chercherait éventuellement à laver. Et puis quand on dit qu'il n'y a pas d'aveu, certes, il n'y a pas d'aveu devant les gendarmes et la juge d'instruction, mais il y a des confidences. Les confidences de la mère de Cédric, qui dira depuis le début du mois de novembre, Cédric me dit que si elle le quitte, il la fera disparaître et il sait où il l'enterrera pour qu'on ne la retrouve pas. C'est la mère de Cédric. La propre mère de Cédric Jubilard. Il y a par ailleurs les 2 amoureuses assez fugaces de Cédric de Jubilard, dont une au parloir qui venait le voir régulièrement, qui s'appelle Jennifer, qui a raconté qu'il lui aurait dit qu'il l'avait étranglé en faisant une clé de coude. Qui a déclaré cela, qui va être entendu. Ce sont ces histoires, c'est vrai que ce sont des affaires criminelles assez terribles d'un côté, évidemment, atroces, mais d'un autre côté, c'est vrai que ce mystère plane. Nous avons d'ailleurs, je crois, Vincent, Maud. Oui, Vincent qui nous appelle d'Agde. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. Bonjour à tous les auditeurs. Vincent, on vous écoute. Oui. Mais moi, c'était pour... j'ai écouté ce monsieur-là qui parle sur l'affaire Jubilard. Oui. Alors, ça fait 3 ans ou 5 ans qu'on ne trouve aucune preuve contre ce monsieur, contre le mari Jubilard. Par contre, je trouve qu'on s'est vite éloigné de l'enquête par rapport à la main et la femme de la main. Jean et Cathy. Alors oui. non, c'est pas vrai ce que vous dites, monsieur, parce que, pardonnez-moi, mais en l'occurrence, les gendarmes ont travaillé très sérieusement sur 5 pistes. Ça a d'ailleurs été rappelé hier à la cour d'assises. Ils ont travaillé sur 5 pistes. Le rôdeur, bien sûr, la rencontre de dernière minute, mais bien sûr, Jean et Cathy, parce que on dit Jean, mais ça pourrait être autant Cathy que Jean, qui aurait pu avoir à maille à partir avec Delphine, mais non, on a des preuves irréfutables de leur présence à 80 km de là. Donc c'est absolument impossible. Ça a été prouvé. Enfin, oui, ça a été prouvé, c'est dans le dossier. Voilà, parce qu'on n'en parle jamais à la radio. Mais vous allez voir, monsieur, vous allez voir, ils vont être convoqués, ça va être un des temps forts du dossier, des audiences, c'est que Jean va venir témoigner à la barre, on va comprendre à quel point son histoire était sérieuse avec Delphine et qu'il n'avait absolument pas envie de faire autre chose que de vivre avec elle. Et puis, il va expliquer tout ce qu'il a fait la nuit du drame. Mais dernière chose, alors, Stéphane Simon, c'est vrai, c'est ce qui est passionnant dans ces histoires. Mais aujourd'hui, pour jouer non pas l'avocat du diable... Je vous en prie. Mais en fait... C'est comme vous dites l'anticonviction, mais c'est très spécial l'anticonviction parce que si on n'a pas de preuves flagrantes, quand je dis flagrante, le corps, mais je ne sais pas. Preuves irréfutables. Voilà, preuve, bravo, et preuve irréfutable, Stéphane.
comment on peut prendre, je ne sais pas, moi je serais juré, je serais très embarrassé. Mais je comprends. Parce que... je comprends, voilà. et puis surtout, je dirais qu'un des principes de notre droit, c'est de dire qu'il faut préférer laisser un coupable en liberté que de condamner un innocent. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Et d'ailleurs, jusqu'à l'énoncé du verdict, eh bien, Cédric Jubilard, il faut le rappeler, est présumé innocent. Néanmoins, encore une fois, c'est à ça que sert un procès qui va durer 4 semaines. On va entendre on a entendu celle qui s'occupe du petit garçon qui a tout vu la nuit du drame. On va entendre les uns, les autres. Tout sera mis sur la table. Tout va être mis sur la table. Et à l'issue de tout ça, et chacun va se faire son intime conviction en son âme et conscience. Et c'est un moment, effectivement, particulièrement, je dirais, intense, parce que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves irréfutables. Mais attention, on a beaucoup exagéré le fait qu'on n'avait rien dans le dossier. Ça, croyez-moi que c'est faux. Entre rien dans le dossier et pas de preuves irréfutables, il y a une marge. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, et c'est ça, et c'est vraiment très intéressant, on le sait, c'est tout le problème des assises, etc. C'est cette histoire d'intime conviction et seul avec sa conscience. Enfin, chaque juré, disons. Juste un mot. Dans ce genre de procès, les magistrats sont avec les jurés ou pas? Parce qu'en Amérique, comme vous le savez, ce fameux 7 hommes en colère et tout ça, on connaît les films. Les jurés se réunissent en l'absence totale d'un quelconque magistrat, mais c'est pas le cas en France. Dites-moi. Alors, c'est les magistrats qui vont encadrer les délibérations, mais en revanche, on refait pas le match en coulisses. Il n'y a pas d'influence. Est-ce qu'ils ne peuvent pas influencer s'ils sont là? Alors, toujours une manière de présenter les choses, mais quand même, l'influence, elle est relative. Pensez donc, 4 semaines de procès, 4 semaines avec des témoignages dans tous les sens, des informations particulières. C'est la parole des magistrats à la fin, c'est quand même assez rapidement, parce que je rappelle que ça vient vite. Il faut donner une décision assez rapide. Là, il s'agit de dire oui ou non. Ça, c'est réponse simple. Et Cédric Jubilard est-il coupable ou pas? Et après, il peut y avoir des discussions sur la peine, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut. Il faut trouver une peine commune. Mais les jurés participent à la définition de la peine? Me semble-t-il. Il faudrait vérifier, je ne suis pas absolument formel. Mais en tout cas, les jurys, ils peuvent dire, si la peine ne leur convient pas, ils peuvent rehausser la peine. Même ça se fait même avec les magistrats professionnels, la peine peut être revue à la hausse ou à la baisse. Nous sommes à la lisière, effectivement, de cette condition humaine, aux abîmes. Merci Stéphane Simon. Je rappelle que vous êtes co-auteur, et c'est à lire, de l'affaire Jubilard qui vient de paraître aux éditions Fayard.